La municipalité a entamé la refonte de ses règlements d'urbanisme afin que ceux-ci correspondent avec le nouveau schéma d'aménagement de la MRC de Drummond et qu'ils puissent mieux répondre à la réalité des citoyens d'aujourd'hui. Cette présentation est un résumé des changements qui seront apportés entre le règlement de 2005 et celui qui sera adopté au courant de la prochaine année. Puisqu'il s'agit d'un résumé des principaux points, nous invitons les citoyens ayant des recommandations ou des questions à contacter la municipalité pour obtenir plus d'informations. Ce vidéo est présenté à des fins d'information et ne constitue pas un levier légal pour l'application de la réglementation municipale. Pour consulter la réglementation, les personnes intéressées doivent entrer en contact avec la municipalité pour obtenir cette information. Enfin, même si de nombreux points de la réglementation sont présentés dans cette présentation, nous rappelons aux citoyens de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grande-Tame qu'il est nécessaire d'obtenir un permis auprès de l'inspecteur en urbanisme avant d'entamer tous travaux de construction ou de modification d'usage. Il y aura certaines modifications concernant les garages et les remises. Les garages détachés et les remises seront toujours permises en cours latéral et arrière. Les garages détachés devront être à au moins 2 mètres d'une limite de propriété et à 3 mètres de la résidence. La hauteur de celle-ci est limitée à celle du bâtiment principal. Contrairement à l'ancien règlement, il n'y aura plus de limite de hauteur pour la porte de garage. Les remises devront être à 1 mètre d'une limite de propriété si le mur de la remise donnant sur cette limite n'a pas de fenêtre. Dans le cas contraire, la remise devra être à 1,5 m de cette limite de propriété. Il n'y aura plus de superficie maximale pour une remise. Les citoyens devront respecter la superficie maximale de bâtiments accessoires. Cette superficie représente 8 % de la superficie du terrain. C'est donc dire que pour un terrain de 1500 m², il est possible d'avoir 120 m² total de bâtiments accessoires. Il sera maintenant possible d'avoir un abri d'auto temporaire par logement plutôt qu'un seul par terrain. Cela dit, un maximum d'un seul abri d'auto temporaire sera possible par entrée charretière. Les abris d'auto temporaires seront toujours autorisés du 15 octobre d'une année au 15 avril de la suivante. Passé le 15 avril, la toile et la structure de l'abri doivent être démontées. Il doit respecter une dimension maximale de 50 m² et une hauteur de 10 pieds. Il y aura des ajouts concernant les usages résidentiels permis dans la municipalité. Les résidences unifamiliales isolées et bifamiliales isolées, soit 2 logements sur un même terrain, seront toujours permises. Les habitations jumelées et bifamiliales jumelées, soit un bâtiment de 2 ou 4 logements dont le terrain est divisé en 2, les habitations en rangée et les constructions multifamiliales seront permises dans certains secteurs. Prenez note que les maisons mobiles et les maisons de chambre seront également permises dans certains secteurs. Il sera désormais possible d'avoir un logement d'accommodation dans un commerce ou une industrie aux conditions suivantes. Il ne peut y avoir qu'une seule salle de bain, une seule chambre et une seule cuisine dans ce logement. Le logement d'accommodation doit absolument être situé à l'étage de ce bâtiment. Le logement d'accommodation ne doit pas occuper plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Il sera maintenant possible d'avoir un logement intergénérationnel à l'intérieur d'un bâtiment accessoire sous certaines conditions. Le logement ne doit pas occuper plus de 50 % de la superficie du bâtiment jusqu'à concurrence de 50 m². Une preuve de résidence et du lien de parenté entre le propriétaire et le locataire du logement intergénérationnel doit être fournie à la municipalité à chaque année. Ce logement doit contenir un maximum d'une toilette, une chambre à coucher et une cuisine. L'adresse civique et les services d'utilité publique doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal.
Le logement intergénérationnel dans un bâtiment accessoire doit se trouver sur le même lot que le bâtiment principal et à un maximum de 15 mètres du bâtiment principal. Si le logement se trouve à l'étage d'un garage et que le mur d'une de ses façades comporte une fenêtre, ce mur devra respecter une distance de 4 mètres avec cette limite de propriété. Enfin, un logement intergénérationnel qui n'est plus utilisé par une personne ayant un lien de parenté ne peut être loué et doit être intégré à ce bâtiment. De nouvelles dispositions encadrant les usages accessoires, soit des usages qui sont exercés dans une résidence mais qui ne sont pas assimilés à l'usage résidentiel. Ce type de pratique est souvent relié à des travailleurs autonomes qui travaillent de la maison, tels les salons d'esthétique ou un photographe, ou encore certains services tels les bureaux d'entrepreneurs. L'usage accessoire ne doit pas occuper plus de 40% de la superficie habitable de plancher du logement. L'usage principal doit rester résidentiel. L'étalage et l'entreposage extérieur est interdit pour ces usages et seule la vente accessoire de produits liés à l'exploitation est autorisée. L'exploitant d'un usage accessoire doit rester dans la résidence de l'exploitation. De plus, ces usages complémentaires à l'habitation auront la possibilité d'accueillir jusqu'à 2 personnes provenant d'une autre adresse comme employés. Enfin, il n'est pas possible d'augmenter la superficie du bâtiment pour augmenter cet usage lorsque la résidence se trouve en zone agricole. Prenez note que bien qu'un usage accessoire soit autorisé à votre résidence, cela n'empêche pas le propriétaire d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exploitation de cet usage. Pour ce qui est des usages secondaires en zone agricole, sous certaines conditions, les producteurs agricoles pourront implanter de nouveaux usages secondaires au sein de leur exploitation agricole, notamment l'instauration d'un gîte du passant ou touristique, un service d'hébergement à la ferme et de restauration à la ferme, faire la vente de produits de la ferme, l'utilisation d'une maison mobile ou unimodulaire pour des fins agricoles et le compostage provenant d'entreprises agricoles seront autorisés. Toujours concernant les bâtiments commerciaux et industriels, le règlement permettra l'utilisation de conteneurs pour entreposage dans les aires d'entreposage latérales et arrière. Toutefois, ces aires d'entreposage devront respecter les normes du règlement, notamment ce qui a trait à l'installation d'une clôture au pourtour de l'aire d'entreposage. Un conteneur peut être utilisé comme structure d'un bâtiment principal ou accessoire, à la condition que le bâtiment et son toit soient recouverts d'un revêtement extérieur, conforme à ceux permis pour le bâtiment principal ou accessoire selon le cas. De plus, toutes les normes d'implantation d'un bâtiment principal doivent être respectées. Sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, où il n'est pas possible de respecter les dimensions minimales ou les marges minimales d'implantation actuelles, il sera possible de déroger à certaines marges de la grille de zonage. La marge avant minimale devra toujours être respectée, mais il sera possible de déroger aux marges de recul arrière et latérales à la hauteur de 20% des normes exigées par la grille de zonage. Si la dérogation touche à la superficie du terrain, il sera possible de déroger au pourcentage d'occupation maximale du bâtiment principal à la hauteur de 20% de ce qui est exigé par la grille de zonage. Lors de la construction d'un bâtiment principal, il sera désormais possible pour un propriétaire de rester à l'intérieur d'un véhicule récréatif pour la durée de la construction. Cela dit, les propriétaires auront la responsabilité de respecter les différents règlements, notamment ceux qui traitent de l'évacuation des eaux usées. Les aires de stationnement doivent être aménagées de manière à ce qu'il y ait une bande de 4 mètres entre l'aire de stationnement et le chemin public et de 2 mètres entre l'aire de ce stationnement et les limites de propriété latérale.
Toujours concernant les bâtiments commerciaux et industriels, le règlement permettra l'utilisation de conteneurs pour entreposage dans les aires d'entreposage latérales et arrière. Toutefois, ces aires d'entreposage devront respecter les normes du règlement, notamment ce qui a trait à l'installation d'une clôture au pourtour de l'aire d'entreposage. De nouvelles normes encadrent la hauteur des arbres sous les fils électriques. Un arbre avec une hauteur de 6 mètres et moins pourra être à proximité des fils électriques. Les arbres de plus de 6 mètres devront être à au moins 3 mètres des fils électriques, alors que les arbres de 13 mètres et plus devront être à au moins 10 mètres. La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sera intégrée à la réglementation municipale. Cette politique limite les constructions à proximité de cours d'eau. Il est notamment permis, sous certaines conditions, de construire ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à proximité d'un cours d'eau sur un lot existant avant le 13 avril 1983, non exposé au glissement de terrain où aucune construction hors de la rive n'est possible. Une bande de protection minimale de 5 mètres doit toutefois être conservée. Certains travaux de coupe d'arbres dans la rive permettant de cueillir les tiges de bois commercial, de réaliser une construction, de donner accès au cours d'eau et les travaux d'aménagement forestier sont également permis sous certaines conditions. Pour ce qui est de la culture du sol, celle-ci est permise à condition de respecter une distance de 3 mètres entre la culture et la limite des autres eaux du cours d'eau. Prenez note que celle-ci n'est pas le niveau d'eau se trouvant dans le cours d'eau, car ce dernier est variable. Il s'agit du plus haut niveau qu'atteint l'eau en période de crue. Si le talus entre la limite des autres eaux et la culture est d'une longueur inférieure à 3 mètres, il doit y avoir une bande de protection de 1 mètre au-dessus du talus. La somme du talus et de la bande de protection doit être d'au moins 3 mètres. À titre d'exemple, pour un talus d'une distance de 2,8 mètres, on doit tout de même respecter une bande de protection de 1 mètre au-dessus du talus. Si un talus a une distance de 1 mètre, la bande de protection au-dessus du talus doit avoir un minimum de 2 mètres. De nouvelles normes feront leur apparition pour les carrières et les sablières. Sous réserve de règlements provinciaux plus sévères, une carrière sablière commerciale doit être implantée à au moins 1500 mètres d'un périmètre urbain, à 150 mètres d'une résidence pour une sablière et à 600 mètres pour une carrière. Il est interdit d'implanter une carrière sablière sur une terre en culture et seules les opérations visant à améliorer le rendement d'une terre agricole est permise en zone agricole dynamique. Enfin, les carrières sablières sont interdites dans une aire de protection d'eau potable. Pour tout projet sur un terrain inscrit sur le site internet du MELCC, dans le répertoire de terrains contaminés, un propriétaire doit obtenir un certificat d'autorisation du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont respectés. De plus, les usages suivants susceptibles d'être contaminés doivent obtenir un avis positif du ministère avant de pouvoir changer de vocation. Il s'agit des postes d'essence, les ferrailles, les commerces de réparation de véhicules, les garages de voirie municipale, les champs de tir d'obus, les centres de dépôt de neige usée et de matériaux secs, les industries chimiques et les entreprises de production, d'entreposage et le recyclage de produits chimiques tels les pesticides et les peintures. Un nouvel usage industriel, commercial, avec entreposage extérieur ou d'extraction qui est contigu à un usage sensible, soit des usages résidentiels, publics ou récréatifs qui se trouvent dans une autre municipalité, doit conserver une bande de protection de 20 mètres, de 3 mètres de haut avec au moins 2 rangées d'arbres entre le nouvel usage et la municipalité voisine. L'agrandissement d'une construction commerciale ou industrielle en zone agricole est permis sous certains critères dépendamment de la situation. Les commerces et industries liés à l'agriculture peuvent être agrandis à la condition que l'agrandissement ne soit pas plus grand que 100% de la superficie initiale du bâtiment avant l'entrée en vigueur du règlement. Cet agrandissement doit servir au même usage que celui existant ou à un autre usage agricole. Pour les commerces et industries non liés à l'agriculture,
Les agrandissements sont autorisés hors de la zone agricole dynamique et l'usage du bâtiment ne doit pas être un immeuble protégé, tel un centre récréatif, un parc municipal, une école ou un établissement de santé, un camping et autres types de bâtiments. L'agrandissement ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie initiale du bâtiment avant le 25 juillet 2017. Enfin, l'agrandissement doit servir le même usage que celui existant. Si un projet ne rencontre pas ces conditions, une procédure est prévue au schéma d'aménagement de la MRC de Drummond permettant de modifier ce dernier. Pour ce faire, un propriétaire doit présenter son projet au comité consultatif agricole et au conseil des maires de la MRC de Drummond qui feront l'analyse. Le propriétaire devra fournir un argumentaire comprenant une présentation des besoins d'agrandissement, les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles, les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement, ainsi que l'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région. Prenez note que même si le conseil des maires autorise le projet, l'agrandissement sera autorisé à la condition que la modification du schéma d'aménagement reçoive un avis positif du ministère des Affaires municipales. Cette même procédure existe pour l'extension d'une construction ou d'un usage dérogatoire en zone agricole. Le nouveau règlement de zonage intègre la directive provinciale sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles. Cette politique vise à limiter les impacts des odeurs provenant d'élevage agricole pour l'ensemble de la population en établissant des distances à respecter entre les élevages et les bâtiments voisins. Ce calcul se base sur différents critères tels que le type d'élevage exercé, la quantité d'animaux de l'élevage, le coefficient d'odeur de certaines espèces, le type de fumier utilisé, l'augmentation du nombre d'animaux, les facteurs d'atténuation utilisés et le type de bâtiment à proximité. De nouvelles normes seront également appliquées pour les porcheries. Les nouvelles porcheries devront être à au moins 100 mètres d'un chemin public et à 1 km d'une autre porcherie. Aussi, les nouvelles porcheries, ainsi que celles souhaitant augmenter leur nombre d'unités animales, devront installer le tuyau d'évacuation du lisier au-dessus du niveau du liquide dans la fosse.